Je suis arrivé en retard au dîner avec nos amis, et je me suis approché de la table, sans que ma femme ne s'en aperçoive. Elle disait, je demande le divorce. Il est beaucoup trop minable pour moi. Tout le monde a ri, pendant que je retirais mon alliance, mais les sourires ont disparu, quand j'ai révélé un détail. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires, depuis quelle ville vous nous regardez. Je suis arrivé avec 20 minutes de retard, au restaurant. La circulation avait été infernale, et je pensais à m'excuser auprès de Mélissa, pour ce retard. J'ai marché entre les tables, cherchant le groupe. Je les avais vus de loin, nos amis habituels, riant fort, un verre à la main. Je me suis approché par derrière, sans que personne ne me remarque. Et c'est là que je l'ai entendu. La voix de ma femme, claire, forte, pleine de mépris. Je vais demander le divorce. Il est beaucoup trop raté pour moi. Je ne supporte plus de vivre avec quelqu'un qui n'a aucune ambition, qui ne produit rien, qui se contente d'exister. Les rires ont éclaté. Camilo a failli s'étouffer avec son vin. Karina a couvert sa bouche, faisant semblant d'être surprise, mais ses yeux brillaient, d'une curiosité morbide. Et Mélissa continuait de parler, savourant chaque mot. Honnêtement, j'ai déjà perdu trop de temps. Je mérite quelque chose de mieux, quelqu'un de meilleur. Ma main s'est dirigée d'elle-même, vers mon alliance. Je la sentais froide, lourde. 22 ans à la porter. 22 ans à croire qu'elle signifiait quelque chose. Je l'ai fait glisser de mon doigt, pendant que tout le monde continuait de rire. Personne ne m'avait encore vu. J'ai tenu la bague entre mes doigts, la regardant dans la pénombre du restaurant. Et à ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Une clarté froide et cristalline, qui coupait comme du verre. J'ai fait un pas en avant. Puis un autre. Le silence a commencé à se propager, quand Camilo m'a vu en premier. Son sourire s'est figé, puis celui de Karina. Ses yeux se sont écarquillés. Mélissa me tournait toujours le dos, ignorante de ma présence, terminant son monologue. Le pire, c'est qu'il ne se rend même pas compte, à quel point il est pathétique. Je me suis arrêté juste derrière elle. Les rires s'étaient complètement éteints. Il ne restait plus qu'un silence lourd, inconfortable, qui pressait contre les murs. J'ai lâché l'alliance sur la table, juste devant elle. Le petit bruit métallique a résonné, comme un coup de feu. Mélissa a tourné la tête, lentement. Ses yeux ont croisé les miens, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose, que je n'avais jamais vu auparavant. De la peur. Je m'appelle Everisto. J'ai 62 ans. Pendant plus de 2 décennies, j'ai construit une entreprise de composants industriels, à partir de rien. Ce n'était pas glamour, ça ne passait pas dans les magazines, mais ça fonctionnait. Cela générait un revenu stable, employait 40 personnes, et me permettait de vivre dignement. J'ai rencontré Mélissa quand j'avais 40 ans. Elle en avait 32. Elle était magnétique. Elle savait comment entrer dans une pièce, et devenir le centre de l'attention. J'étais son opposé absolu. Calme, méthodique, peu sociable. Je suppose que c'est pour cela qu'elle me fascinait autant. Elle apportait de la lumière, dans des espaces que je ne savais pas sombres. Nous nous sommes mariés, 8 mois après notre rencontre. Ma mère, Dolores, m'avait prévenu. Everisto, cette femme ne te regarde pas, toi. Elle regarde ce que tu possèdes. J'ai ignoré cet avertissement. Je pensais que c'était de la jalousie. Je pensais qu'elle était la belle-mère protectrice typique. Je pensais qu'elle avait tort. Elle ne l'avait pas. Les premières années ont été bonnes. Ou du moins, je le croyais. Mélissa s'occupait de la maison, organisait des dîners, gérait les apparences. Je travaillais de longues heures. Elle disait que ça ne la dérangeait pas. Elle disait qu'elle comprenait. Elle disait qu'elle me soutenait. Mais, petit à petit, les choses ont commencé à changer. Elle a commencé à faire de petites remarques, presque imperceptibles. Tu ne penses pas que tu devrais t'habiller mieux, pour ces réunions? Les gens demandent, pourquoi n'avons-nous pas une maison plus grande? Camilo vient d'acheter une nouvelle voiture. Quand allons-nous changer les nôtres? Au début, j'ai essayé de lui plaire. Nous avons acheté une plus grande maison, changé de voiture, embauché du personnel de maison,
mais ce n'était jamais assez. Jamais. Et je continuais à travailler, croyant que si je faisais plus d'efforts, si je gagnais plus, si je lui donnais plus, elle finirait par être satisfaite. À quel point j'étais naïf. À un moment donné, j'ai cessé de remarquer, quand elle a commencé à me traiter comme un fournisseur, au lieu d'un mari. Elle parlait de « sa maison » au lieu de « notre maison ». Elle achetait des choses sans me consulter, et sans justifier en disant que je n'étais jamais disponible pour donner mon avis. Ses amis sont devenus mon jury. Chaque dîner était une évaluation. Chaque rassemblement social, un test que je ne savais pas que je passais, et auquel j'échouais toujours, systématiquement. Évaristo ne comprend rien à la mode. Évaristo ne sait pas comment socialiser. Évaristo est trop ennuyeux pour ces choses-là. Elle le disait devant moi, comme si je n'étais pas là. Comme si j'étais un simple meuble. Et je restais silencieux, parce que je pensais que c'était ainsi, qu'on gardait la paix. Parce que je croyais, que c'était ce que les bons maris faisaient. Endurer, supporter, subvenir aux besoins. Mais cette nuit-là, dans ce restaurant, en regardant son visage pâle, alors qu'elle tenait mon alliance dans sa main, quelque chose a changé. Ce ne fut pas explosif. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Je l'ai simplement regardé dans les yeux, et j'ai dit avec un calme absolu, je ne savais même pas, que j'étais un raté. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Les autres à la table regardaient leurs assiettes, leurs verres. N'importe quoi, sauf nous. Personne n'osait respirer trop fort. J'ai laissé l'alliance rouler légèrement sur la nappe, s'arrêtant devant son verre de vin. Choix de mots intéressants, Mélissa. Ma voix ne tremblait pas. Il n'y avait aucune colère en elle. Juste une fermeté, qui venait d'un endroit profond, resté endormi pendant des années. Parce que j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose, que je pense que tout le monde ici devrait entendre, également. Je me suis assis sur la chaise vide. Celle qu'il m'avait laissée, calmement, sans me presser, comme si rien d'extraordinaire ne se passait. Mélissa m'a regardé, avec un mélange de confusion et d'alarme. Camilo avait complètement cessé de sourire. Karina jouait nerveusement avec sa serviette. J'ai pris la carte des vins, je l'ai ouverte, puis refermée. Un geste absurde, inutile, mais qui a étiré le silence, d'une manière délicieuse. Tu te souviens, il y a 3 ans, Mélissa? Eh bien, mon entreprise a commencé à avoir des problèmes. Elle a cligné des yeux. Bien sûr, elle s'en souvenait. C'était son sujet de conversation préféré, depuis des mois. La crise dans le secteur industriel, la chute des contrats, les clients qui partaient. Elle s'en servait comme de munitions à chaque dispute, comme preuve de mon incompétence. Tu as dit que j'avais tout gâché, que je n'étais pas bon en affaires, qu'un vrai homme aurait sauvé l'entreprise. Ma voix restait calme, presque conversationnelle. Tu t'en souviens? Mélissa n'a pas répondu. Sa main tremblait légèrement sur la table. Tu as suggéré que nous vendions tout, la maison, les voitures, que nous liquidions les actifs de l'entreprise, avant qu'ils ne valent plus rien. Tu te souviens de ça, aussi? Maintenant, elle hochait la tête. Un mouvement à peine perceptible. Et j'ai accepté. Nous avons signé des papiers. Beaucoup de papiers. Tu étais tellement pressé de te débarrasser de tout, que tu ne les as même pas lus correctement. N'est-ce pas? La couleur avait quitté son visage. Qu'est-ce que tu as fait, murmura-t-elle. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire bienveillant. J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. J'ai tout transféré. L'entreprise, les propriétés, les investissements, tout. Sa respiration s'est accélérée. À qui? À qui as-tu tout transféré? Je me suis penché en avant, soutenant son regard. À moi, en mon nom personnel. Parce que tout ce que tu as signé ce jour-là, c'était des documents te retirant, en tant que copropriétaire, de absolument tout. Le silence qui a suivi fut magnifique. Camilo avait fait tomber sa fourchette. Karina avait la bouche ouverte. Mélissa s'était levée, titubant légèrement. C'est illégal. Ça ne peut pas être légal. Oh, c'est tout à fait légal. Mon avocat, Enrique, s'en est assuré. Chaque papier a été vérifié 3 fois. Chaque signature a été authentifiée.
tu as volontairement renoncé à tous tes droits sur les biens conjugaux. Parce que tu disais que tout cela ne valait rien. Parce que tu disais que tout était perdu. Mon sourire s'est un peu élargi. J'ai dit que l'entreprise était en crise, et elle l'était. Mais je n'ai jamais dit qu'elle allait le rester. Je me suis adossé à ma chaise, savourant chaque seconde. Tu sais ce qui est fascinant, avec les crises industrielles? Elles sont cycliques. Et si tu as de la patience, si tu sais attendre, si tu comprends vraiment le business, tu peux en sortir beaucoup plus fort, de l'autre côté. Mélissa secouait la tête, encore et encore. Non, non, ça n'arrive pas pour de vrai. Il y a 6 mois, j'ai obtenu un contrat avec une entreprise automobile, 300 000 € par an. Il y a 3 mois, un autre avec une entreprise de construction, 500 000. Et il y a 2 semaines, j'ai conclu un accord avec un consortium international. 2 millions d'euros sur 3 ans. Les mots tombaient, comme des pierres dans une eau calme. Chaque chiffre était un coup, chaque révélation un coup de poignard. L'entreprise que tu croyais morte, vaut maintenant environ 5 millions d'euros, et elle grandit chaque mois, chaque semaine. Camilo était devenu si pâle, qu'il avait l'air malade. Karina regardait Mélissa avec quelque chose, qui ressemblait dangereusement à du mépris. Mais le meilleur dans tout ça, Mélissa, ce qui rend cette nuit si spéciale, c'est que tu as renoncé à tout cela, quand tu as signé ces papiers. Tu pensais fuir un navire en train de couler. En réalité, tu me remettais les clés d'un empire. Elle a commencé à pleurer. Des larmes de rage, d'humiliation, de panique absolue. Tu es un monstre. Tu m'as trompé. Tu m'as manipulé. Je l'ai regardé, sans la moindre once de sympathie. Non, Mélissa. Je t'ai donné exactement ce que tu demandais. Tu voulais te débarrasser du fardeau. Tu voulais ta liberté, et tu l'as obtenue, avec absolument rien d'autre. Elle a regardé ses amis, pour chercher du soutien. Elle a regardé Camilo, qui trouvait soudain son verre de vin fascinant. Elle a regardé Karina, qui vérifiait son téléphone, comme si elle venait de recevoir un message urgent. Personne ne l'a défendue. Personne n'a rien dit, parce que tout le monde à cette table, connaissait la vérité. Il savait comment elle m'avait traité. Il connaissait les humiliations, les insultes, les moqueries. Sauf que, quand j'étais un raté, c'était amusant. C'était un divertissement. Maintenant que la situation s'était inversée, soudainement, personne ne voulait être de son côté. La maison dans laquelle tu vis, est à mon nom. La voiture que tu conduis, est à mon nom. Le compte bancaire que tu utilises, est à mon nom. Chaque carte de crédit, chaque abonnement au club, tout ce que tu touches, m'appartient. Je me suis levé lentement, laissant quelques billets sur la table, pour couvrir ma part du dîner que je ne mangerai jamais. Et demain matin, mon avocat t'attendra dans son bureau, avec les papiers du divorce. Tu peux garder tes vêtements, tes bijoux personnels, et rien d'autre. Mélissa a essayé de m'agripper le bras. Évaristo, attends. On peut parler? C'était une erreur. Je ne le pensais pas, qu'est-ce qui était une erreur, les jeux interrompus, d'une voix glaciale. De m'appeler un raté, de te moquer de moi devant nos amis, ou bien que je t'ai entendu? Ses doigts se sont resserrés sur ma manche, désespérément. S'il te plaît. 23 ans ensemble. Ça doit bien signifier quelque chose. Je l'ai regardé dans les yeux. Ces mêmes yeux, qui me semblaient autrefois magnifiques. Maintenant, je n'y voyais que du calcul, de la panique, et le désespoir de quelqu'un, qui vient de réaliser qu'il a tout perdu. Tu as raison. 23 ans, ça signifie quelque chose. Ça signifie 23 ans de leçons apprises. Et la plus importante a été celle-ci. Ne jamais faire confiance à quelqu'un, qui ne t'aime que pour ce que tu as. Je me suis dégagé de son emprise, facilement. Elle était forte en parole, mais faible en tout le reste. Bon dîner, Mélissa. C'est la dernière chose que je paie. Et je suis parti. J'ai marché entre les tables, j'ai quitté le restaurant, et j'ai respiré l'air froid de la nuit. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. J'ai conduit cette nuit-là, sans destination. Les rues étaient vides. Les lumières de la ville clignotaient autour de moi, comme des témoins silencieux, de ce qui venait de se passer. Je ne ressentais pas de triomphe. Je ne ressentais pas de vengeance. Je ressentais juste un vide étrange,
comme si je venais de retirer un poids, que j'avais porté pendant si longtemps, que je ne me souvenais plus de ce que c'était, de marcher sans lui. Mon téléphone a commencé à vibrer. Un appel, puis un autre. Les messages commençaient à s'accumuler. Tous de Mélissa. Nous devons parler. C'est ridicule. Tu ne peux pas me faire ça. Appelle-moi, s'il te plaît. Évaristo, répond. Je les ai tous ignorés. Chaque vibration était comme un écho, de toutes les années où mes propres besoins avaient été ignorés. Mes propres mots interrompus, mes propres sentiments minimisés. Maintenant, c'était à mon tour de ne pas répondre, et c'était étrangement libérateur. Je suis arrivé dans un petit hôtel, en banlieue. Rien de chic, une chambre simple, avec un lit propre, et des fenêtres donnant sur l'autoroute. Je me suis assis sur le bord du lit, et j'ai enfin laissé tout le poids de la nuit s'abattre sur moi. Quand tout cela a-t-il vraiment commencé? Quand avais-je cessé d'être un mari, pour devenir un distributeur de billets ambulants? Je ferme les yeux, et je m'efforce de me souvenir. Pas la version éditée, que je me racontais depuis des années. La vérité, la réalité brute et douloureuse, que j'évitais, parce qu'il était plus facile de faire semblant que tout allait bien. Mélissa ne m'a jamais aimé. Peut-être qu'au début, elle a ressenti quelque chose. De l'attirance, peut-être de la curiosité, mais de l'amour. Du vrai amour, celui qui se construit sur de petites choses, sur des conversations de fin de soirée, sur un soutien mutuel pendant les jours difficiles, cela n'a jamais existé. Ce qui existait, c'était une transaction. Je fournissais la stabilité, la sécurité financière, un mode de vie confortable. Elle fournissait l'image, le statut social, l'illusion d'un mariage réussi. Et pendant des années, j'ai accepté ces termes sans poser de questions, parce que je pensais que c'était le maximum, auquel un homme comme moi pouvait aspirer. Un homme calme, un homme inintéressant, un homme qui construisait des entreprises, au lieu de relations. Mais il y avait eu des signes, tant de signes que j'avais ignorés, comme cette fois, il y a 5 ans, où ma mère est tombée malade. Elle a été hospitalisée pendant 2 semaines. J'y allais tous les jours après le travail. Je passais des heures à son chevet, à lui parler, même si elle pouvait à peine répondre. Mélissa n'y est allée qu'une seule fois, pendant 30 minutes. Elle se plaignait que l'hôpital sentait mauvais, que les chaises étaient inconfortables, qu'elle ne comprenait pas, pourquoi j'insistais pour rester là si longtemps. Ta mère est vieille, Évaristo. C'est naturel qu'elle tombe malade. Tu ne peux pas arrêter le temps. Elle a dit cela avec une indifférence, qui m'a glacé le sang, mais je l'ai justifié. Je me suis dit, qu'elle n'était pas proche de sa propre famille, qu'elle ne comprenait pas les liens, que j'avais avec Dolores. Je me suis dit que chacun traitait les choses différemment. Je me disais n'importe quoi, pour ne pas affronter la vérité, la femme que j'avais épousée manquait d'empathie basique. Ou cette fois, où nous avons perdu un contrat important. Un client, avec qui je travaillais depuis 8 ans, avait décidé de passer à la concurrence. C'était un coup dur, non seulement financièrement, mais aussi personnellement. J'avais investi du temps, des efforts, de la confiance, dans cette relation commerciale. Je suis rentré chez moi, dévasté. J'avais besoin de parler. J'avais besoin de quelqu'un qui m'écoute, qui me dise que tout irait bien, que ce n'était qu'un revers temporaire. Mélissa était dans le salon, avec 3 de ses amis. Elle planifiait un voyage dans un spa. Quand j'ai essayé de lui parler, elle m'a regardé avec agacement. Évaristo, nous sommes occupés. Ça peut attendre. Je lui ai dit que c'était important. J'ai insisté, sur le fait que je n'avais besoin que de 5 minutes. Elle a soupiré, m'a emmené dans la cuisine, et pendant que je lui expliquais ce qui s'était passé, elle vérifiait son téléphone. Elle n'a pas levé les yeux, une seule fois. Quand j'ai fini de parler, elle a juste dit, « Eh bien, je suppose que tu vas devoir trouver un autre client, alors. » Et elle est retournée voir ses amis. Je suis resté seul dans cette cuisine, ayant l'impression de venir d'ouvrir ma poitrine, et de montrer une blessure, seulement pour que quelqu'un la regarde, et dise que ce n'était pas grave. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon bureau. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je ne voulais pas être dans une maison, où ma douleur n'avait aucune importance. Mais même alors, je ne suis pas parti. Je n'ai pas pris de décision drastique. Je suis resté, parce que c'est ce que faisaient les bons maris. Ils restaient. Ils enduraient.
Ils attendaient que les choses s'améliorent par magie, sans rien faire pour y remédier. Le point de rupture a commencé il y a 3 ans. La crise dans le secteur était réelle. Les contrats commençaient à être annulés. Les clients ne répondaient plus aux appels. Les chiffres rouges se multipliaient, chaque mois. Je travaillais 16 heures par jour, essayant de sauver ce que j'avais construit. Je rentrais à la maison épuisé, mon esprit traitant encore des chiffres, des stratégies, des solutions. Et Mélissa était là, à m'attendre, non pas avec de l'inquiétude ou du soutien, mais avec des récriminations. Je savais que ça arriverait. J'ai toujours su que tu n'étais pas assez intelligent pour maintenir une entreprise à flot. Tous nos amis ont des maris qui réussissent, et qu'est-ce que j'ai, moi? Un raté. Tu devrais tout vendre, avant que ça ne vaille plus rien. Au moins. On récupérerait quelque chose. Chaque mot était un coup. Chaque commentaire, un rappel que, pour elle, je n'étais pas une personne avec des sentiments, avec des peurs, avec une crise légitime. J'étais un investissement, qui avait cessé de rapporter. Une nuit, après une dispute particulièrement brutale, je me suis assis dans mon bureau, et j'ai pleuré. Un homme de 60 ans, pleurant seul dans le noir. Non pas pour l'entreprise, mais parce que j'ai réalisé, que j'avais passé plus de 2 décennies avec quelqu'un qui me méprisait, et que j'avais permis ce mépris, parce que je ne croyais pas mériter mieux. C'est à ce moment-là que j'ai appelé Enrique, mon avocat, mais plus important encore, mon ami. Je lui ai tout raconté, sans filtre, sans justification, toute la vérité pathétique. Je m'attendais à être jugé. Je m'attendais à ce qu'il me dise, que c'était de ma faute pour avoir été si aveugle. Au lieu de cela, il a écouté en silence pendant près d'1 heure. Et quand j'ai eu fini, il a juste dit, nous allons arranger ça, mais tu dois me faire entièrement confiance. Enrique n'était pas seulement mon avocat. C'était quelqu'un qui me connaissait, avant Mélissa. Nous avions étudié ensemble, partagé un minuscule bureau quand nous commencions tous les deux nos carrières, célébré les succès de l'autre, et nous nous étions consolés lors de nos défaites. Il était à mon mariage. Il avait vu comment Mélissa, lentement, m'avait transformé en une ombre de ce que j'étais, et il avait attendu avec une patience infinie, que j'ouvre enfin les yeux. Évaristo, ce que je m'apprête à te proposer, ce n'est pas de la vengeance, m'a-t-il dit cette nuit-là dans son bureau, avec une tasse de café déjà devenue froide, entre ses mains. C'est de la protection. C'est s'assurer que quand tout cela sera fini, tu ne seras pas laissé détruit. Il m'a expliqué le plan. C'était simple, mais brillant. Mélissa voulait que je liquide tout, parce qu'elle croyait que l'entreprise était morte, que les actifs ne valaient rien, qu'il valait mieux limiter nos pertes, avant de sombrer davantage. Ce qu'elle ne savait pas, parce qu'elle ne prenait jamais la peine de comprendre mon travail, c'était que je posais les bases d'une reprise. Il y avait des contacts en attente. Il y avait des contrats en cours de négociation. Il y avait des opportunités, qui avaient juste besoin de temps pour mûrir. Si elle veut en sortir, laisse-la sortir, a dit Enrique. Mais assure-toi que, quand elle partira, elle emportera exactement ce qu'elle pense laisser derrière elle, rien. Il était méticuleux. Chaque document a été revu par 3 avocats différents, chaque clause rédigée pour être absolument légale, absolument claire, et absolument définitive. Mélissa renoncerait à tous ses droits, sur les biens conjugaux. Sur le papier, on aurait dit que je cédais à sa pression, en liquidant et en restructurant, pour sauver le peu qui restait. En réalité, je construisais un mur légal, qui la laisserait à la porte, quand les choses s'amélioreraient. Ne va-t-elle pas s'en rendre compte, ai-je demandé, sincèrement inquiet que quelque chose tourne mal. Enrique a souri tristement. Évaristo, elle ne lit jamais ce qu'elle signe. Tu le sais. Elle a confiance dans le fait que son nom, et son mariage avec toi, suffisent à la protéger. Elle ne comprend pas, que le papier l'emporte toujours sur les suppositions. Il avait raison. Mélissa a tout signé, sans lire plus que les en-têtes. Elle était trop pressée de se débarrasser, de ce qu'elle considérait comme un fardeau, trop confiante dans sa capacité à toujours me manipuler, pour obtenir ce qu'elle voulait. Bref, je lui ai présenté les documents un après-midi, dans notre salon. Ce sont les papiers de restructuration, lui ai-je dit, pour transférer des actifs, et nous protéger des créanciers. Elle les a à peine regardés. Où est-ce que je signe? J'ai montré les lignes. 1, 2, 3, 4. Chaque signature était un clou dans son propre cercueil financier,
et elle les a faites avec un sourire, croyant fuir un désastre. Quand elle a fini, elle s'est levée, m'a donné une petite tape condescendante sur l'épaule, et a dit, au moins, tu as fait une chose correctement. Maintenant, nous pouvons avancer sans ce fardeau. Avancer. Comme si l'entreprise que j'avais construite de mes propres mains, avec des années de travail et de sacrifice, n'était qu'une nuisance, un caillou dans sa chaussure, quelque chose de jetable. J'ai mis les documents dans la mallette d'Enrique, qui avait assisté à tout cela, depuis l'encadrement de la porte. Nous nous sommes regardés. Nous n'avions besoin de rien dire. Nous savions tous les deux, que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Et puis, j'ai commencé à travailler, plus dur que je ne l'avais jamais fait de toute ma vie. Non seulement pour sauver l'entreprise, mais aussi pour me prouver à moi-même, que je n'étais pas le raté, que Mélissa disait que j'étais. J'ai réactivé des contacts que j'avais négligés. J'ai voyagé pour des réunions dans d'autres villes, dormant parfois dans des hôtels bon marché, pour économiser de l'argent. J'ai soumis des propositions, fait des ajustements, négocié des conditions, et lentement, très lentement, les choses ont commencé à changer. Le premier contrat est arrivé, 4 mois après que Mélissa a signé les papiers. Une entreprise automobile avait besoin de composants spécialisés. 300 000 € par an. Ce n'était pas une fortune, mais c'était un début. C'était de l'oxygène. C'était de l'espoir. Je n'ai rien dit à Mélissa. J'ai continué à agir comme si tout était perdu. Je continuais à rentrer à la maison, avec un regard de vaincu sur le visage. Je continuais à la laisser me traiter comme si j'étais inutile, car chaque insulte, chaque commentaire cruel, chaque regard de mépris, ne faisait qu'alimenter ma détermination. Le deuxième contrat est arrivé, 2 mois plus tard. Une entreprise de construction qui étendait ses opérations. 500 000 €. Cette fois, je n'ai pas pu cacher complètement ma satisfaction. Je suis rentré à la maison, et Mélissa a remarqué quelque chose de différent chez moi. « Pourquoi es-tu de bonne humeur ?» a-t-elle demandé avec méfiance. « Juste une bonne journée » ai-je répondu vaguement. Elle a plissé les yeux, mais n'a pas insisté. Elle pensait probablement que je m'étais enfin résigné à mon échec, que j'avais accepté ma place, comme le mari médiocre qu'elle méritait de supporter. À quel point elle avait tort. Les mois suivants ont été des montagnes russes. Il y a eu de bonnes journées, et des journées terribles. Il y a eu des moments où je pensais que j'étais peut-être destiné à échouer, que Mélissa avait peut-être raison à mon sujet. Mais ensuite, je me souvenais de cette nuit dans mon bureau. Je me souvenais des larmes que j'avais versées. Je me souvenais de la décision que j'avais prise, de ne plus laisser personne d'autre définir ma valeur. Et j'ai continué. Dolores, ma mère, a été mon point d'ancrage pendant cette période. Elle n'avait jamais fait confiance à Mélissa. Et quand je lui ai enfin dit ce qui se passait, ce que j'avais planifié, elle a simplement hoché la tête. Cette femme n'a jamais été digne de toi, mon fils. Je suis heureuse que tu le vois enfin. Ces mots m'ont donné de la force, dans les moments les plus sombres. Car si ma propre mère, qui m'avait élevé seule après l'abandon de mon père, qui avait cumulé 2 emplois pour m'offrir une éducation, croyait en moi, alors peut-être que je valais quelque chose. Peut-être que je méritais, effectivement, le respect. Peut-être que je n'étais pas le raté, que Mélissa répétait que j'étais. Le troisième contrat a été le définitif. Un consortium international cherchait un fournisseur fiable, pour un projet de 3 ans. Composants industriels de haute précision, spécifications strictes, délais serrés. C'était exactement le genre de défi que mon entreprise pouvait relever. J'ai préparé la proposition pendant des semaines, j'ai revu chaque détail, j'ai consulté des ingénieurs, ajusté les prix, et quand j'ai enfin soumis le document, je savais qu'il était solide. L'attente a été angoissante. 2 semaines sans réponse. Puis 3. Je commençais à perdre espoir. Peut-être avais-je visé trop haut. Peut-être n'étais-je pas prêt, pour un projet de cette envergure. Et puis, j'ai reçu l'appel. Monsieur Everisto, nous avons le plaisir de vous informer que votre proposition a été acceptée. 2 millions € pour 3 ans, avec une option de renouvellement. J'ai dû m'asseoir. Ma jambe avait cessé de fonctionner. 2 millions € en un seul contrat, c'était plus que ce que j'avais gagné, au cours des 5 dernières années combinées. Monsieur, êtes-vous toujours là? Oui, ai-je réussi à dire. Oui, je suis là.
Merci. Merci beaucoup. J'ai raccroché le téléphone, et j'ai fixé le mur de mon bureau. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié de joie. Je suis juste resté là, sentant que des années d'humiliation, de doute, de douleur, commençaient à s'effondrer. Je n'étais pas un raté. Je ne l'avais jamais été. J'avais juste été marié à quelqu'un, qui avait besoin de croire que j'en étais un, pour se sentir supérieur. J'ai appelé Enrique. J'ai eu le contrat. Il y a eu un blanc. Puis sa voix, remplie d'une émotion contenue. Je savais que tu l'aurais. J'ai toujours su que tu l'aurais. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, nous attendons, a-t-il répondu. Car si Mélissa planifie ce que je pense qu'elle planifie, elle fera son mouvement bientôt, et quand elle le fera, nous serons prêts. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 semaines plus tard, Mélissa a commencé à agir bizarrement. Plus douce que d'habitude, plus attentionnée. Elle me posait des questions sur ma journée, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Elle me préparait du café le matin. Elle souriait, quand j'entrais dans une pièce. Au début, j'ai pensé qu'elle avait peut-être eu un véritable changement de cœur, qu'elle avait peut-être réalisé comment elle m'avait traité. Quelle naïveté. Un soir, pendant que nous dînions, elle a lâché la bombe. Évaristo, j'ai réfléchi. Peut-être que nous devrions nous séparer. Elle l'a dit avec tant de désinvolture, comme quelqu'un qui fait un commentaire sur la météo. Nous séparer, ai-je répété, feignant la surprise. Oui. Pas en mauvais termes. Je pense juste que nous avons évolué dans des directions différentes. Tu as ton travail, j'ai mes centres d'intérêt. Il est peut-être temps d'être honnête, sur ce que nous voulons. J'ai pris une gorgée d'eau, me donnant le temps d'assimiler. C'était exactement ce qu'Enrique avait prédit. Mélissa croyait que l'entreprise valait 0. Elle croyait qu'en divorçant, elle serait libérée de toute dette potentielle. Elle ne savait pas, que ce qu'elle faisait réellement, c'était d'abandonner des millions. Si c'est ce que tu veux, ai-je finalement dit, d'une voix neutre. Elle a semblé soulagée. Elle s'attendait probablement à une dispute, à des supplications, à un drame. Je suis heureuse que tu le prennes de cette façon. Nous pouvons faire cela, de manière civilisée. Civilisée. Ce mot, venant d'elle, était presque comique. Mais j'ai hoché la tête, et j'ai terminé mon dîner. Et cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années, parce que je savais que la fin était proche, et que, lorsqu'elle arriverait, elle serait glorieuse. Les jours suivants ont été surréalistes. Mélissa agissait comme si on venait de lui enlever un poids des épaules. Elle souriait davantage, sortait plus avec ses amis. Elle parlait au téléphone à voix basse, mais suffisamment fort, pour que j'entende des bribes. Oui, je vais enfin le faire. Il était temps, non? Je me sens tellement libéré. C'était comme regarder quelqu'un célébrer sa propre ruine, sans le savoir. Et j'ai continué ma routine normale. Je suis allé au bureau, j'ai travaillé sur les nouveaux contrats, coordonné avec les équipes, élargi les opérations. Le soir, je rentrais chez moi, et je prétendais être le même homme vaincu, qu'elle pensait que j'étais. Mais à l'intérieur, quelque chose avait fondamentalement changé. Ses mots ne me blessaient plus. Son mépris ne m'affectait plus, parce que je savais quelque chose, qu'elle ignorait. Je savais que chaque jour qui passait, l'écart entre sa perception et la réalité s'agrandissait, et que lorsque cet écart se refermerait enfin, l'impact serait dévastateur. Enrique m'appelait presque quotidiennement. Des nouvelles? Elle agit toujours comme si c'était la meilleure chose, qui lui soit jamais arrivée, ai-je répondu un après-midi. Parfait. Laisse-la faire. Quand elle tombera plus durement. Et puis, ce soir-là, est arrivé le dîner avec des amis. Mélissa l'avait planifié depuis des semaines. Elle voulait le rendre public. Elle voulait annoncer le divorce, comme si c'était un exploit, comme si me quitter était une insigne d'honneur. Je savais ce qui allait se passer. Enrique m'avait prévenu qu'elle utiliserait probablement l'occasion, pour m'humilier une dernière fois, pour s'assurer que tout le monde sache, que c'était elle qui me quittait, et non l'inverse. Tu vas y aller, m'avait-il demandé. Bien sûr, ai-je répondu. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Cet après-midi-là, je me suis préparé calmement, j'ai pris une douche, je me suis rasé, j'ai choisi des vêtements simples mais présentables, et en m'habillant,
j'ai pensé à tous les moments qui m'avaient conduit ici. À toutes les humiliations, à toutes les fois où j'étais resté silencieux, alors que j'aurais dû parler. À toutes les fois où j'avais accepté d'être moins que ce que j'étais, parce que quelqu'un d'autre avait besoin de croire que j'étais inférieur. Et j'ai pensé à quel point ce serait différent quand je sortirais de ce restaurant. Je suis arrivé en retard, exprès. 20 minutes, suffisamment pour que Mélissa soit détendue, confiante, sa garde baissée, assez pour qu'elle ait commencé son spectacle. Quand je suis entré dans le restaurant, et que je les ai vus de loin, ils ressemblaient à une carte postale de bonheur, des rires bruyants, des verres levés, la table d'amis accomplis célébrant la vie. Je me suis approché lentement, savourant l'anticipation, et puis je l'ai entendu, sa voix claire, forte, pleine de ce mépris, que je connaissais si bien. Je vais demander le divorce. Il est beaucoup trop raté pour moi. Les mots que j'attendais, les mots qui confirmaient tout ce qu'Enrique et moi avions prévu, les mots qui scelleraient son destin. Et alors qu'elle continuait à parler, se moquant de moi avec des personnes qui étaient censées être mes amis, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la douleur, c'était de la paix. Une paix profonde, qui venait du fait de savoir que je n'avais plus besoin de faire semblant. Que je n'avais plus à être le mari soumis, le fournisseur silencieux, l'homme qui ravalait les humiliations, avec le sourire. J'ai retiré mon alliance en marchant vers la table. La bague que j'avais portée pendant 23 ans, le symbole d'un mariage, qui n'avait jamais vraiment existé. Et quand je l'ai laissé tomber sur la table, quand j'ai vu la peur dans les yeux de Mélissa, j'ai su que le moment de vérité était arrivé. Ce qui a suivi a été bien meilleur que ce que j'aurais pu imaginer. Voir son visage passer de l'arrogance à la confusion, de la confusion à la panique, de la panique à la terreur absolue. Voir comment ses amis, ces mêmes amis qui riaient de moi quelques secondes auparavant, ne savaient soudain plus où regarder. Voir comment le pouvoir a changé de main, en l'espace de quelques minutes. Je lui ai tout dit, les contrats, l'argent, les 5 millions que valait désormais l'entreprise. Et à chaque mot, à chaque révélation, j'ai regardé son monde s'effondrer. Je l'ai regardé comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. Non pas à cause de la malchance, non pas à cause de circonstances extérieures, mais à cause de sa propre arrogance, de sa propre cruauté, pour avoir sous-estimé l'homme qu'elle avait épousé. Camilo, celui qui avait ri le plus fort aux moqueries de Mélissa, était maintenant pâle comme un fantôme. Karina, qui soutenait toujours chaque commentaire cruel, fixait son verre comme si elle voulait disparaître à l'intérieur. Et Mélissa tremblait simplement, pleurait. Mais pleurer ne ramènerait rien. Supplier ne changerait pas les documents signés, et se mettre en colère, ne ferait que confirmer que tout ce que j'avais dit sur elle, était vrai. J'ai quitté le restaurant avec une légèreté, que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. L'air froid de la nuit a frappé mon visage, et je l'ai inhalé profondément. La liberté. Voilà à quoi cela ressemblait. Une liberté pure, et indéniable. J'ai conduit jusqu'à ce petit hôtel, et j'ai passé la nuit à tout assimiler. Je n'ai pas beaucoup dormi, non pas à cause de l'anxiété ou des remords, mais parce que mon esprit était trop éveillé, trop conscient que j'avais franchi un point de non-retour. Le matin, mon téléphone vibrait encore, avec les messages de Mélissa. Mais il y en avait d'autres, maintenant. De Camilo, mon frère, je ne savais pas que les choses allaient si mal. On devrait discuter. De Karina, Everisto, s'il te plaît, ne prends pas de décision hâtive. Mélissa était soumise à beaucoup de stress. Des messages de personnes, qui n'avaient eu aucun problème à rire de moi, quand j'étais un raté. Mais maintenant que j'avais de l'argent, maintenant que j'avais du pouvoir, ils voulaient soudainement servir de médiateur, se réconcilier, arrondir les angles. J'ai supprimé tous les messages sans répondre, sauf un d'Enrique. Rendez-vous à 10 heures. Nous avons du travail à faire. Le bureau d'Enrique était dans le centre-ville, un bâtiment moderne, avec de grandes fenêtres donnant sur la rue principale. Je suis arrivé 15 minutes en avance. Il était déjà là, avec une pile de documents sur son bureau, et 2 tasses de café fumant. « Comment te sens-tu » a été la première chose qu'il a demandé. Étrangement bien, ai-je admis. Je pensais que je ressentirais de la culpabilité, des doutes ou autre chose, mais je ne ressens que du soulagement. Enrique a souri. C'est parce que tu as enfin cessé de porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Maintenant, tu ne portes que le tien, et crois-moi, il est beaucoup plus léger. Il m'a montré les documents, papiers de divorce, compte bancaire,
propriété, tout était méticuleusement organisé. Tout était conçu pour protéger ce qui m'appartenait, et s'assurer que Mélissa reçoive, exactement ce à quoi elle avait légalement droit, presque rien. Elle va se battre, ai-je averti. Elle va dire que je l'ai trompée, que je l'ai manipulée. Laisse-la essayer, a répondu Enrique calmement. Chaque papier qu'elle a signé porte sa signature authentifiée. Chaque document est daté, avec l'heure précise. Elle a volontairement renoncé à ses droits, quand elle croyait qu'ils ne valaient rien. Le fait qu'ils valent maintenant des millions, ne change en rien la légalité de sa décision. Et si elle prend un bon avocat? Elle peut prendre le meilleur avocat du pays, ça n'a pas d'importance. Les faits sont les faits. Elle a pris une décision éclairée, ou du moins, elle aurait dû s'informer avant de signer. La loi ne protège pas la stupidité, ni l'arrogance. J'ai signé les papiers du divorce. Chaque signature était comme couper un fil, qui m'avait maintenu attaché pendant 23 ans. Quand j'ai fini, Enrique m'a tendu la main. Félicitations, Everisto. Tu es officiellement un homme libre. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Mélissa a engagé un avocat, tout comme Enrique l'avait prédit. Un homme agressif, dans un costume coûteux, avec un sourire de requin. Il a menacé de poursuites, d'enquêtes, et de rendre public le fait que j'avais trompé ma femme. Enrique l'a détruit dès la première réunion. Il a présenté chaque document, chaque signature, chaque date. Il a prouvé que tout avait été légal, transparent, et totalement volontaire de la part de Mélissa. L'avocat a quitté cette réunion, visiblement vaincu. Il a dit à Mélissa qu'elle n'avait pas de dossier, qu'elle pouvait quand même essayer, mais qu'elle ne ferait que dépenser de l'argent, qu'elle n'avait plus, dans une bataille qu'elle ne pourrait pas gagner. Elle ne l'a pas accepté facilement. Elle a essayé de me contacter directement. Des messages désespérés, des appels tard dans la nuit. Elle s'est même présentée à mon bureau, un après-midi. Ma secrétaire l'a arrêtée à la réception. Monsieur Everisto n'est pas disponible pour des visites non programmées. Je suis sa femme, a crié Mélissa. Plus maintenant, a répondu ma secrétaire, avec un sourire professionnel. Les papiers du divorce ont été déposés il y a une semaine. Si vous avez besoin de communiquer avec lui, faites-le par l'intermédiaire de son avocat. Voir Mélissa être escortée hors de mon bâtiment, aurait dû me donner de la satisfaction, et en partie, ce fut le cas. Mais plus que tout, je ressentais de la pitié. Pas pour elle, mais pour tout le temps que j'avais perdu, à essayer de gagner l'amour de quelqu'un, incapable d'aimer qui que ce soit d'autre qu'elle-même. Ce soir-là, j'ai dîné avec ma mère. Dolores avait vieilli depuis sa maladie, mais son esprit était toujours aussi vif. « Comment te sens-tu, mon fils » m'a-t-elle demandé, alors que nous partagions un repas simple, dans sa petite maison. « Libre » ai-je répondu honnêtement. Et effrayé, car je ne sais pas quoi faire de cette liberté. Elle a pris ma main dans la sienne, ridée mais chaude. « Tu vis, Everisto. C'est ce que tu fais. Tu vis la vie, que tu as toujours méritée, mais que tu ne t'étais jamais permis d'avoir. » La nouvelle du divorce s'est propagée rapidement, dans les cercles sociaux où j'existais à peine, comme une ombre derrière Mélissa. Soudainement, mon nom était dans toutes les conversations. Pas parce que je cherchais l'attention, mais parce que la vérité était trop croustillante pour rester secrète. Camilo, le meilleur ami de Mélissa, et son complice le plus enthousiaste pour m'humilier, a été le premier à essayer de me contacter. Il m'a trouvé un après-midi, dans un café près de mon bureau. Il s'est assis en face de moi, sans demander la permission. « Everisto, nous devons parler » a-t-il dit, avec un sérieux forcé que je ne lui connaissais pas. Je l'ai regardé, par-dessus ma tasse de café. « Nous n'avons rien à nous dire, Camilo. Écoute, je sais que les choses ont dérapé, ce soir-là. Mélissa traversait une période difficile. Nous n'aurions pas dû rire. C'était immature. Immature, ai-je répété le mot, le laissant flotter entre nous. Camilo, vous avez passé des années à rire de moi. Chaque réunion sociale était une occasion de me rappeler à quel point je valais peu, et c'est toi qui t'amusais le plus. Il a baissé les yeux. Je suivais juste le mouvement. Mélissa est très persuasive. Tu sais que. Mélissa est cruelle, et toi tu es faible. Voilà la vérité. Il s'est tendu. Je ne suis pas venu ici pour que tu m'insultes. Alors pourquoi es-tu venu? Pour t'excuser? Pour te sentir mieux dans ta peau?
Ou peut-être, pour voir si tu pouvais encore tirer quelque chose de notre amitié, maintenant qu'il s'avère que j'ai de l'argent? Le silence qui a suivi, était une réponse suffisante. Camilo a ouvert la bouche, l'a refermée, et s'est finalement levé. Tu es quelqu'un de rancunier, Évaristo. Tu l'as toujours été. Et toi tu es un parasite. Tu l'as toujours été. Je l'ai regardé s'éloigner rapidement, probablement pour aller faire son rapport à Mélissa, sur la façon dont il m'avait trouvé, différent, plus dur, n'étant plus l'homme docile, qui se laissait marcher sur les pieds. Et j'ai réalisé quelque chose d'important, aucun d'eux ne me manquait. Ni leur rire hypocrite, ni leur conversation superficielle, ni ce sentiment constant d'être jugé, et trouvé insuffisant. Karina fut la suivante, mais elle était plus calculatrice. Elle n'est pas venue à mon bureau. Elle ne m'a pas tendu une embuscade dans un café. Elle m'a envoyé un message. Évaristo, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais pourrions-nous parler en privé? Il y a des choses que tu devrais savoir sur Mélissa. Cela a attiré mon attention, non pas parce que j'étais curieux au sujet de Mélissa, mais parce que j'étais intrigué par le jeu auquel Karina jouait maintenant. J'ai accepté de la rencontrer, dans un autre restaurant à l'autre bout de la ville. Elle est arrivée avec 20 minutes de retard, dans une robe vert foncé et des lunettes de soleil, qu'elle n'a enlevées qu'une fois assise. Merci d'être venue, a-t-elle commencé, d'une voix douce, presque vulnérable. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. J'ai 10 minutes, Karina. Dis ce que tu as à dire. Elle a pris une inspiration. Mélissa me déteste, maintenant. Elle dit que nous l'avons tous trahi. Que j'aurais dû la prévenir à ton sujet. La prévenir à mon sujet? Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire face à l'ironie. La prévenir de quoi, exactement? Elle pense que tu as tout planifié depuis le début. Que tu l'as manipulée pour qu'elle signe ses papiers. Que tu as toujours su que l'entreprise se redresserait, et que tu lui as tendu un piège. Je me suis adossé à ma chaise, l'étudiant du regard. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Karina a baissé les yeux. Je pense qu'elle l'a bien cherché. Je pense qu'elle t'a traité horriblement pendant des années, et que personne n'a eu le courage de lui dire d'arrêter. Moi y compris. Pourquoi, ai-je demandé, sincèrement curieux. Pourquoi aucun de vous n'a-t-il rien dit? Parce que Mélissa était le centre. Elle organisait tout. Elle mettait les gens en contact. Si tu allais contre elle, tu étais exclu, et personne ne voulait être exclu. Il était plus facile de rire avec elle, que de défendre ce qui était juste. Elle a hoché la tête lentement. Je suis désolé. Je sais que ça ne signifie plus rien maintenant, mais je suis désolé. Tu as raison. Ça ne signifie rien. Elle a tressailli, comme si je l'avais frappée. Elle est détruite, Évaristo. Elle ne dort pas. Elle ne mange pas. Elle ne parle que de la façon de récupérer quelque chose, n'importe quoi. Ce n'est pas mon problème, Karina. Je sais. Mais je pensais que tu voudrais savoir pourquoi. Pour que j'aie pitié d'elle? Pour que je reconsidère ma décision, pour que je lui donne de l'argent par pitié? Karina n'a pas répondu, ce qui valait toutes les réponses. Mélissa a eu des années pour me traiter avec décence, des années pour me voir comme un être humain, au lieu d'un carnet de chèques, et elle a choisi de ne pas le faire, encore et encore. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences de ses choix. Et si elle fait quelque chose de drastique, a demandé Karina, à voix basse. Et si elle se fait du mal? Je l'ai regardée fixement. Alors ce sera sa décision. Comme tout ce qu'elle a fait. Je ne suis pas responsable des actions de Mélissa. Je ne l'ai jamais été. Même si elle a passé des années à me faire croire le contraire. Karina s'est levée. Tu es plus froid que je ne le pensais. Je ne suis pas froid. Je suis juste fatigué. Fatigué de porter la culpabilité de quelqu'un d'autre. Fatigué d'être le méchant, dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Fatigué de faire passer les besoins de tout le monde, avant les miens. Elle a hoché la tête, et est partie sans ajouter un mot. Et je suis resté là, à finir mon café, réalisant que chaque confrontation, chaque tentative de me faire culpabiliser, ne faisait que renforcer l'idée que j'avais pris la bonne décision. Les mois ont passé. Le divorce a été finalisé sans autre drame. Mélissa a signé les derniers papiers, les yeux rougis, mais sans dire un mot.
Enrique m'a informé qu'elle avait trouvé un emploi dans une boutique. Elle gagnait juste assez, pour un petit appartement et les dépenses de base. Une vie complètement différente de celle qu'elle avait vécue avec moi. Penses-tu qu'elle retiendra quelque chose de tout cela, ai-je demandé à Enrique, un après-midi, alors que nous passions en revue les derniers documents légaux. Il a haussé les épaules. Certaines personnes apprennent. D'autres deviennent simplement plus amères. Mélissa blâmera probablement tout le monde sauf elle-même, pour le restant de ses jours. Et il avait raison. J'ai entendu par des connaissances communes, que Mélissa racontait une version très différente de l'histoire. Dans sa version, j'étais un manipulateur-calculateur, qui avait prévu de la détruire depuis le début, qui avait caché des informations, qui avait comploté avec son avocat, pour la laisser à la rue. Elle était la victime, la femme trompée, l'épouse trahie. Au début, ça m'a dérangé que les gens puissent croire à ces mensonges. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose de libérateur, ça n'avait pas d'importance. Les gens qui me connaissaient vraiment, connaissaient la vérité. Et les gens qui préféraient croire la version de Mélissa, n'avaient probablement jamais été mes amis, de toute façon. J'ai commencé à reconstruire ma vie sociale, à partir de zéro. Non pas avec des personnes importantes ou influentes, mais avec des gens que je connaissais au travail, des ingénieurs, des techniciens, des personnes qui valorisaient l'honnêteté et le travail acharné, plutôt que le statut et les apparences. J'ai découvert qu'il y avait tout un monde de relations authentiques, que j'avais raté, parce que j'étais trop occupé à essayer de m'intégrer, dans le cercle social de Mélissa. J'ai rencontré un groupe qui se réunissait le samedi, pour jouer aux échecs dans un parc. Des hommes de mon âge, certains plus âgés, d'autres plus jeunes. Nous parlions de politique, d'affaires, de la vie, et personne ne me jugeait pour la voiture que je conduisais, ou les vêtements que je portais. Un après-midi, alors que je jouais une partie particulièrement intense, avec un homme nommé Eliseo, un professeur de mathématiques à la retraite, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Tu sais, Everisto, il y a deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui construisent, et ceux qui consomment. Tu es un bâtisseur, et les consommateurs essaieront toujours de se nourrir de toi. Le truc, c'est de les reconnaître à temps. Et si on ne les reconnaît pas à temps, ai-je demandé. Alors on apprend une leçon coûteuse, a-t-il répondu, en déplaçant son fou. Mais au moins, on apprend. J'ai perdu cette partie. Mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux, la confirmation que je n'étais pas seul. Qu'il y avait d'autres hommes qui avaient vécu des situations similaires, qui avaient été utilisés, rejetés, humiliés, et qui avaient survécu, et prospéré. Mon entreprise continuait de croître. Les contrats se multipliaient. J'ai dû embaucher plus de personnel, agrandir les installations, investir dans de nouvelles technologies, et chaque réalisation, chaque succès, était le mien. Je n'avais pas à le partager avec quelqu'un, qui le minimiserait. Je n'avais pas à justifier pourquoi j'étais fier. Je n'avais pas à m'excuser d'être bon dans ce que je faisais. Un soir, alors que je révisais des chiffres dans mon bureau, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Everisto. La voix était celle de Mélissa. Mais elle semblait différente, plus petite, plus fragile. Qu'est-ce que tu veux, Mélissa? Je voulais juste savoir comment tu allais. Le silence s'est étiré entre nous. Comment je vais? Je vais bien. Très bien, en fait. Je suis contente, a-t-elle dit, bien que sa voix suggère le contraire. J'ai entendu dire que l'entreprise marchait très bien. Oui, elle marche très bien. Un autre silence. Everisto, est-ce qu'il t'arrive de te demander ce que les choses auraient été, si j'avais été différente? La question m'a pris par surprise. Non pas par son contenu, mais parce qu'elle impliquait un niveau de conscience de soi, que je ne pensais pas que Mélissa possédait. Parfois, ai-je admis. Mais ensuite, je me rappelle qu'on ne peut pas construire une vie sur des hypothèses. On ne peut travailler qu'avec ce qui est réel, et la réalité, c'était que tu ne m'aimais pas. Peut-être que tu ne l'as jamais fait, et j'ai passé trop de temps à faire semblant que ça n'avait pas d'importance. Je t'ai aimé, a-t-elle dit faiblement, à ma façon. Ta façon d'aimer ressemblait beaucoup à du mépris, Mélissa. J'ai entendu sa respiration tremblante à l'autre bout de la ligne. Pourras-tu un jour me pardonner? Je t'ai déjà pardonné, ai-je répondu honnêtement. Parce que garder rancune ne fait de mal qu'à moi-même. Mais pardonner ne veut pas dire oublier,
et cela ne veut certainement pas dire revenir en arrière. Je ne demandais pas à revenir, a-t-elle dit rapidement. C'est juste que... Je ne sais pas. Je suppose que j'avais besoin de l'entendre. Maintenant, tu l'as entendu. Prends soin de toi, Mélissa. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Et pour la première fois en tous ces mois, j'ai eu l'impression d'avoir enfin clos ce chapitre. Pas avec de la vengeance, pas avec de la haine, mais avec la simple acceptation que certaines choses se terminent, tout simplement, et qu'il est normal de les laisser partir. La vie a une façon étrange de s'équilibrer. Pendant des années, j'avais été invisible. L'homme en arrière-plan, celui qui payait les factures, pendant que les autres brillaient. Et maintenant, sans le chercher, je me retrouvais à être remarqué. L'entreprise est apparue dans des publications spécialisées. J'ai été invité à donner des conférences sur la gestion des crises d'entreprise. De jeunes entrepreneurs voulaient me rencontrer pour obtenir des conseils. C'était surréaliste. Des décennies à construire en silence, et soudain, le monde décidait que ce que j'avais à dire valait la peine d'être écouté. Un matin, j'ai reçu une invitation à prendre la parole lors d'une conférence industrielle. Le thème était la résilience des entreprises. Normalement, j'aurais refusé. Je n'aimais pas l'attention du public, mais quelque chose en moi avait changé. Je n'avais plus peur d'occuper de l'espace. Je ne sentais plus que je devais me faire petit, pour que les autres se sentent grands. J'ai accepté. La conférence avait lieu dans un hôtel de luxe, au centre-ville. 200 personnes dans l'auditorium, des entrepreneurs, des cadres, des étudiants en commerce, tous attendant d'entendre l'histoire de l'homme, qui avait mené son entreprise au bord de l'effondrement, et l'avait ramené à la vie. Je suis monté sur scène, le cœur battant à tout rompre. Non pas à cause des nerfs, mais par la conscience que j'étais sur le point de faire quelque chose, que je ne m'étais jamais permis de faire, dire ma vérité sans m'excuser. Je m'appelle Everisto, ai-je commencé, ma voix amplifiée par les microphones. Et pendant très longtemps, j'ai cru que je ne valais rien. Le silence dans la salle était absolu. Non pas parce que mes entreprises ont échoué, mais parce que quelqu'un de très proche m'a convaincu que j'étais un raté, peu importe ce que j'accomplissais. J'ai parlé pendant 40 minutes de l'entreprise, de la crise, des décisions difficiles, mais aussi de quelque chose de plus profond, de la façon dont la violence psychologique ne se manifeste pas toujours par des cris, ou de la violence physique. Parfois, elle se présente sous la forme de commentaires subtils, de rires qui coupent plus profondément que des couteaux, de regards qui vous disent que vous ne serez jamais à la hauteur. Quand j'ai terminé, les applaudissements ont été assourdissants. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les personnes qui m'ont approché après. Des hommes de mon âge, certains plus âgés, d'autres plus jeunes, tous avec des histoires similaires. Ma femme me dit que je suis un bon à rien, chaque fois que je perds un contrat. Mes amis rient de mon travail, parce qu'il n'est pas glamour. J'ai passé 20 ans à me sentir invisible, dans mon propre mariage. Je les ai tous écoutés, et je leur ai dit ce que personne ne m'avait dit, quand j'en avais besoin, votre valeur ne dépend pas de l'opinion de quelqu'un d'autre. Pas même de la personne, qui dort à côté de vous. Un jeune homme, qui ne devait pas avoir plus de 35 ans, est resté jusqu'à la fin. Il a attendu que tout le monde parte. Monsieur Everisto, puis-je vous poser une question personnelle? Allez-y, comment avez-vous su qu'il était temps de partir? Comment avez-vous su qu'il n'y avait plus rien à sauver? Je me suis assis sur le bord de la Seine, fatigué mais satisfait. Quand vous réalisez que vous sacrifiez votre tranquillité d'esprit, juste pour maintenir la paix à la maison, il n'y a plus rien à sauver. Parce que ce n'est plus un foyer, c'est une prison. Le jeune homme a hoché la tête lentement, les larmes aux yeux. Merci, a-t-il murmuré, et il est parti. Je ne sais pas quelle décision il a prise, après cette conversation, mais j'espère qu'elles étaient les bonnes, pour lui. Les mois suivants ont été un mélange de travail intense, et de découvertes personnelles. Je voyageais davantage. Pas pour les affaires, mais pour le plaisir. J'ai visité des villes que j'avais toujours voulu voir, mais que Mélissa considérait comme ennuyeuses, ou peu sophistiquées. Je me suis promené dans les ruelles étroites, de petites villes. J'ai mangé dans des restaurants locaux, j'ai parlé à des inconnus, qui sont devenus des amis temporaires. Et à chaque endroit, à chaque conversation, je sentais que je récupérais des morceaux de moi-même, que j'avais perdus il y a des années. Un après-midi, alors que je me promenais dans un marché artisanal, dans une ville côtière, j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté net.
Un petit atelier de bijouterie, et sur le comptoir, des alliances. Je m'en suis approché, sans vraiment y penser. L'artisan, un homme plus âgé avec des mains calleuses et des yeux doux, m'a salué. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» « Non, » ai-je répondu honnêtement, je regarde juste. Il a suivi mon regard vers les bagues. « Marié ? Divorcé ? » Ah. Il a hoché la tête avec compréhension. « Assez récent ? » Il a pris l'une des bagues, une simple, sans ornement. Vous savez ce qui est intéressant avec les alliances ? Ce sont des cercles, sans début et sans fin. Mais parfois, le cercle a besoin d'être brisé, pour que quelque chose de nouveau commence. Êtes-vous un philosophe, ou un bijoutier, ai-je demandé avec un sourire. Je suis un vieil homme, qui a vu beaucoup de mariages, les bons comme les mauvais. Et je vais vous dire une chose, les pires ne sont pas ceux qui se terminent. Ce sont ceux qui continuent, alors qu'ils auraient dû se terminer. Ces paroles ont résonné en moi pendant des jours, parce qu'il avait raison. La pire partie de mon mariage avec Mélissa, ce n'était pas la fin. C'était toutes ces années entre les deux, où je savais que quelque chose n'allait pas, mais où je n'avais pas le courage de faire quoi que ce soit pour y remédier. Quand j'ai choisi le confort de ce qui m'était familier, au lieu de l'incertitude de l'inconnu, quand j'ai préféré être misérable avec quelqu'un, plutôt que de risquer d'être seul. De retour chez moi, la vie a commencé à s'installer dans une nouvelle normalité. Une normalité que j'avais conçue. Je mangeais quand j'avais faim, et non quand quelqu'un d'autre décidait qu'il était l'heure de dîner. Je regardais les films, que je voulais regarder. J'écoutais la musique que j'aimais. De petites choses, banales pour certains, mais profondément significatives, pour quelqu'un qui avait passé des décennies à subordonner ses préférences, à celles de quelqu'un d'autre. Ma mère a remarqué le changement. Un après-midi, alors que nous prenions le thé dans son petit jardin, elle m'a dit, « Tu as l'air différent, mon fils. » Plus jeune. Je me sens différent, ai-je admis. Je sens que je peux enfin respirer à plein poumon. Elle m'a pris la main. Tu as toujours su que Mélissa n'était pas faite pour toi, mais parfois, on a besoin de toucher le fond, pour enfin décider de remonter. As-tu touché le fond avec papa, ai-je demandé, en faisant référence à l'homme qui nous avait abandonnés quand j'étais enfant. Plus d'une fois, a-t-elle répondu tristement. Mais contrairement à toi, je suis resté trop longtemps. J'ai attendu qu'il décide de partir. Toi, en revanche, tu as pris le contrôle. Et ça, Évaristo, ça demande plus de courage que n'en a la plupart des gens. Je ne me sentais pas courageux. Je me sentais terrifié. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est le fait d'agir malgré elle. Nous sommes restés assis en silence, profitant du soleil de l'après-midi. Et j'ai réalisé que j'avais passé tellement de temps à chercher l'approbation de personnes qui ne m'estimaient pas, que j'avais ignoré la seule personne qui avait toujours été là. Ma mère, qui m'avait élevé seule, qui avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour m'offrir des opportunités, et qui ne m'avait jamais fait me sentir moins que ce que j'étais. Maman, je suis désolé, ai-je dit soudainement. Elle m'a regardé, confuse. Quoi? Pour ne pas t'avoir écouté quand tu m'as mis en garde contre Mélissa? Pour avoir perdu tant d'années? Pour ne pas t'avoir rendu visite plus souvent, parce qu'elle trouvait toujours des excuses? Dolores a secoué la tête. Ne t'excuse pas d'avoir appris, mon fils. Les leçons les plus précieuses sont celles que nous payons, avec notre propre douleur. L'important n'est pas le temps qu'il t'a fallu pour apprendre. C'est que tu l'aies enfin fait. Au bureau, les choses continuaient de s'améliorer. Nous avions conclu 2 autres contrats. Un avec une entreprise européenne, un autre avec une chaîne de fabrication en Amérique du Sud. L'entreprise que Mélissa avait voulu liquider, employait désormais 70 personnes, 70 familles qui dépendaient des décisions que je prenais. C'était une énorme responsabilité, mais c'était aussi profondément satisfaisant. Un jour, mon assistante m'a informé qu'une femme se trouvait à la réception, et insistait pour me voir, sous le nom de Claudia. Elle dit que c'est une vieille connaissance à vous. Claudia. Le nom me semblait familier, mais je n'arrivais pas à le situer. Je suis descendu à la réception par curiosité, et elle était là, une femme de mon âge, avec de courts cheveux argentés, et un sourire chaleureux. Il m'a fallu un moment pour la reconnaître. Claudia. Nous avions étudié ensemble. Nous avions été des amis proches à l'université. Puis, la vie nous a emmenés sur des chemins différents,
et nous avons perdu contact. Everisto, a-t-elle dit avec une émotion sincère. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Je l'ai serrée dans mes bras, surpris de voir à quel point j'étais heureux de la revoir. Claudia, ça fait combien d'années? Trop d'années, a-t-elle répondu. J'ai vu ta conférence en ligne, celle sur la résilience des entreprises. Et je me suis dit, c'est mon ami Everisto, le garçon calme, qui avait toujours les meilleures idées, mais qui n'osait jamais les partager. Je ne suis plus ce garçon-là, lui ai-je dit. Je vois ça. As-tu le temps pour un café? Nous sommes allés dans un café près du bureau, et pendant 2 heures, nous avons parlé. Elle m'a parlé de sa vie, de sa carrière d'architecte, de son divorce il y a 5 ans, de ses 2 enfants adultes. Et je lui ai parlé de Mélissa, de l'entreprise, de tout ce qui s'était passé. Elle a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai eu fini, elle a simplement dit, « Je suis heureuse que tu t'en sois sorti. » L'Everisto que je connaissais, méritait bien plus que d'être le paillasson sur lequel quelqu'un d'autre s'essuie les pieds. Claudia et moi avons commencé à nous voir régulièrement. Ce n'était pas de la romance, du moins pas au début. C'était quelque chose de plus simple et de plus profond. Une amitié sincère. Elle comprenait ce que c'était, que de se reconstruire, après que quelqu'un vous a fait vous sentir invisible. Elle m'a parlé de son ex-mari, un homme qui l'avait contrôlé pendant des années, en lui disant que ses idées étaient stupides, que son travail n'était pas important, qu'elle devrait être reconnaissante, que quelqu'un la supporte. J'ai passé 15 ans à le croire, m'a-t-elle dit un après-midi, alors que nous marchions dans le parc. 15 ans à penser que le problème, c'était moi. Que si j'étais juste plus compréhensive, plus patiente, plus de ce dont il avait besoin, alors il m'aimerait enfin pour de vrai. Et qu'est-ce qui t'a fait te réveiller, ai-je demandé. Ma fille m'a vu pleurer un jour, après une dispute avec son père, et m'a demandé, « Maman, pourquoi restes-tu avec quelqu'un, qui te fait plus pleurer qu'il ne te fait rire ?» Et je n'avais pas de réponse. Parce qu'elle avait raison. C'était étrange de trouver quelqu'un, qui me comprenait si parfaitement. Je n'avais pas besoin d'expliquer pourquoi j'avais supporté tant de choses. Je n'avais pas besoin de justifier mes décisions. Elle savait, tout simplement. Et il y avait quelque chose d'incroyablement libérateur, là-dedans. Au fil du temps, notre amitié a commencé à évoluer. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de moment précis où tout a changé. Ce fut graduel. Une main qui tenait la mienne un peu plus longtemps que nécessaire. Un regard qui durait une seconde de plus. Des conversations qui se prolongeaient tard dans la nuit, parce qu'aucun de nous deux ne voulait qu'elles se terminent. Un soir, après avoir dîné dans un petit restaurant italien, elle m'a raccompagné à ma voiture. La ville brillait de ses lumières nocturnes. L'air était frais, mais pas froid. Everisto, a-t-elle dit, en s'arrêtant sous un lampadaire. Je dois te dire quelque chose. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je t'écoute. Je sais que nous sommes tous les deux dans une situation étrange. Nous sortons de relations qui nous ont blessés, nous nous reconstruisons. Et c'est peut-être trop tôt. Ce n'est peut-être même pas une bonne idée, mais tu me plais vraiment, et je ne veux pas prétendre le contraire. L'honnêteté de ces mots m'a complètement désarmé. Claudia, ai-je commencé, sans savoir comment continuer. Tu n'as rien à dire maintenant, a-t-elle interrompu doucement. Je voulais juste que tu le saches. Pas de pression, pas d'attente, juste la vérité. Je l'ai regardé. Ses yeux étaient clairs, sans agenda caché, sans manipulation, juste une femme qui se montrait vulnérable, qui était courageuse, qui était vraie. Tu me plais aussi, ai-je finalement admis. Mais tu as raison. J'ai peur, parce la dernière fois que j'ai fait confiance à quelqu'un, cette personne m'a détruit, et je ne sais pas si je suis prêt à risquer ça à nouveau. Elle a hoché la tête avec compréhension. Alors allons-y doucement. Pas d'étiquette, pas de pression, juste 2 personnes qui apprécient la compagnie l'une de l'autre. Ça te semble bien? Ça me semble parfait. Et ainsi a commencé quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ne ressemblait en rien à ce que j'avais avec Mélissa. Il n'y avait pas de jeu, pas de test constant pour prouver ma valeur, pas cette sensation de marcher sur du verre brisé, en attendant de dire la mauvaise chose. Avec Claudia, je pouvais juste être moi-même. L'homme calme qui préférait rester à la maison avec un bon livre, plutôt que d'aller à des fêtes. L'homme qui s'enthousiasmait en parlant de composants industriels, même en sachant que c'était ennuyeux pour la plupart des gens.
L'homme qui avait parfois besoin d'être seul, non pas parce qu'il était en colère, mais parce que c'est ainsi qu'il se ressourçait. Et non seulement elle l'acceptait, mais elle le valorisait. J'adore le fait que tu sois si différent de moi, m'a-t-elle dit un jour. Je suis bruyante, sociable, spontanée. Tu es calme, réfléchi, méthodique. Je n'ai pas besoin que tu sois comme moi. Je t'aime exactement comme tu es. Des mots si simples, mais qui signifiaient tout, pour quelqu'un qui avait passé des décennies à être critiqué, pour ne pas être différent. Les mois ont passé. L'entreprise a continué de croître, mais maintenant, le succès avait une saveur différente. Ce n'était plus quelque chose dont j'avais besoin, pour prouver ma valeur. C'était simplement le résultat naturel, du fait de bien faire ce que j'aimais faire. J'ai engagé Enrique comme conseiller juridique permanent. Sa sagesse avait été inestimable pendant le divorce, et son amitié était quelque chose, que je ne voulais pas perdre. Un après-midi, alors que nous passions en revue des contrats dans mon bureau, il a demandé, « As-tu eu des nouvelles de Mélissa ?» Pas directement, ai-je répondu. Mais j'entends des choses de temps en temps, et ça ne me fait rien. Elle ne fait plus partie de ma vie. Ce qu'elle fait ou ne fait pas, ne m'affecte plus. Enrique a souri. Ça, c'est de la maturité, mon ami. Beaucoup de gens disent qu'ils ont tourné la page, mais ils sont toujours obsédés par leurs ex. Toi, tu as vraiment lâché prise. Ça m'a pris du temps, ai-je admis. Il y a eu des nuits, où je voulais savoir si elle souffrait, si elle le regrettait, si elle comprenait enfin ce qu'elle avait perdu. Mais ensuite j'ai réalisé, que ces questions venaient d'un ego blessé, pas d'une véritable curiosité. Et que la garder dans mon esprit, même de manière négative. Lui donnait un pouvoir sur moi, qu'elle ne méritait plus d'avoir. Sage, a commenté Enrique. Très sage. Cependant, l'univers a des façons étranges de fermer les cercles. 6 mois après notre dernière conversation, Mélissa est réapparue. Non pas en personne, mais par l'intermédiaire de quelqu'un. Une jeune femme s'est présentée à mon bureau. Elle était avocate, et apportait une lettre de Mélissa. Ma cliente aimerait vous rencontrer, a-t-elle expliqué de manière professionnelle, pour discuter d'éventuels accords. Quel genre d'accord, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Elle pense avoir droit à une compensation, pour les années où elle a été mariée avec vous, pour sa contribution au foyer, et son soutien pendant les années difficiles. J'ai failli rire. Sa contribution avait été de m'humilier constamment. Son soutien avait été de me dire, que j'étais un raté. Cela mérite une compensation. L'avocate est restée neutre. Monsieur Everisto, mon travail est de représenter les intérêts de ma cliente. Si vous préférez ne pas la rencontrer, je peux l'en informer. Dites-lui qu'il n'y a rien à discuter. Les documents qu'elle a signés sont légaux et définitifs. Si elle veut se battre, qu'elle le fasse devant un tribunal. Mais je vous préviens, elle ne fera que perdre de l'argent et du temps. L'avocate a hoché la tête et est partie. Je m'attendais à ressentir de la satisfaction, mais je me suis seulement senti fatigué. Fatigué que Mélissa croit encore, qu'elle avait un quelconque droit sur moi, ou sur ce que j'avais construit. J'en ai parlé à Claudia, ce soir-là pendant le dîner. Elle m'a écouté attentivement, puis a dit quelque chose qui m'a surpris. Tu sais ce qui est le plus triste dans tout ça? Qu'elle ne comprendra probablement jamais, que le problème n'était pas d'avoir perdu l'argent. Le problème, c'est qu'elle a perdu quelqu'un, qui l'aimait vraiment. Et l'argent peut être récupéré, mais ce genre d'amour, une fois disparu, revient rarement. Elle avait raison. Pendant des années, j'avais aimé Mélissa, pas de manière parfaite, mais sincèrement. Et elle avait gaspillé cet amour, l'avait piétiné, l'avait traité comme une chose sans valeur, jusqu'à ce qu'il finisse par se tarir. Et maintenant, quand il ne restait plus rien à sauver, elle voulait réclamer ce qu'elle n'avait jamais valorisé en premier lieu. Est-ce que tu le regrettes parfois, m'a demandé Claudia. Regretter quoi? La façon dont les choses se sont terminées. La manière dont tu as tout révélé, ce soir-là au restaurant. J'ai réfléchi attentivement à sa question. Parfois, je me demande si j'aurais pu être plus compatissant, moins théâtral. Mais ensuite, je me souviens de toutes les années d'humiliation, de toutes les fois où l'on m'a fait me sentir petit, devant d'autres personnes. Et je réalise que je ne le regrette pas. Parce que cette nuit-là, pour la première fois depuis des décennies, je n'étais pas la victime silencieuse.
J'étais quelqu'un qui se défendait. Et cela devait arriver. Claudia a pris ma main à travers la table. Je ne te juge pas. Je voulais juste savoir comment tu l'avais assimilé. Et toi, ai-je demandé. Regrettes-tu la façon dont ton mariage s'est terminé? Elle a secoué la tête. Je regrette de ne pas l'avoir terminé plus tôt. Je regrette les années que j'ai perdues, à essayer d'être assez bien, pour quelqu'un qui ne me verrait jamais comme suffisante. Mais la fin en elle-même, était nécessaire. Nous étions deux personnes brisées, qui avaient en quelque sorte trouvé le moyen d'être entières, ensemble. Non pas parce que l'un complétait l'autre, mais parce que nous nous étions déjà complétés nous-mêmes. Et cette différence changeait tout. Le procès de Mélissa a fini par arriver, comme je m'y attendais. Enrique l'a démonté en 2 semaines. Les juges ont examiné tous les documents. Ils ont confirmé que tout avait été légal, que Mélissa avait signé volontairement, et qu'il n'y avait aucune preuve de coercition, ou de tromperie. L'affaire a été rejetée. Et avec cela, le dernier fil qui me reliait à Mélissa a finalement été coupé. Ce soir-là, Claudia et moi avons célébré avec un dîner simple, dans mon appartement. Rien d'élaboré. Des pâtes faites maison, et du vin rouge. Comment te sens-tu, m'a-t-elle demandé en trinquant. Libre, ai-je répondu. Complètement libre. Et maintenant, quoi? Maintenant, je vis sans regarder en arrière, sans porter le passé, juste vers l'avant. Elle a souri. J'aime ce plan. Il y a autre chose, ai-je dit, devenant un peu nerveux. Je veux que tu saches, que ça. Nous. C'est important pour moi. Je ne sais pas encore exactement ce que c'est, mais je sais que je ne veux pas le perdre. Claudia s'est levée, a contourné la table et m'a pris dans ses bras. Tu ne vas pas le perdre. Parce que je ne veux pas le perdre non plus. Et cette fois, nous en savons tous les deux assez, pour ne pas gâcher une bonne chose. Nous sommes restés ainsi, enlacés en silence. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis senti complètement en paix. Pas parce que tout était parfait, mais parce que j'étais enfin là où je devais être, avec quelqu'un qui me voyait, qui me valorisait, qui me respectait. Et cela, après tout ce que j'avais traversé, valait plus que n'importe quelle somme d'argent. 1 an après cette soirée au restaurant, ma vie était méconnaissable. L'entreprise avait atteint des valorisations que je n'aurais jamais imaginées, 10 millions d'euros, 100 employés, des contrats sur 3 continents. Mais le plus important n'était pas les chiffres. C'était la façon dont je me sentais en me réveillant chaque matin, sans appréhension, sans anxiété, sans ce sentiment constant de ne pas être à la hauteur. Claudia était devenue une part fondamentale de ma vie. Nous ne vivions pas ensemble. Nous tenions tous les deux trop à notre espace personnel, après nos mariages ratés, mais nous passions la majeure partie de notre temps libre ensemble. Et chaque jour avec elle m'apprenait quelque chose de nouveau, sur ce que signifiait une relation saine, la communication, le respect mutuel, le soutien inconditionnel. Des choses qui devraient être basiques, mais qui pour moi étaient des révélations. Un après-midi, en vérifiant mon courrier, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Une invitation à une exposition d'art. Le nom de l'artiste m'a fait m'arrêter net. Mélissa Contreras. Claudia était avec moi quand je l'ai ouverte. Tu vas y aller, a-t-elle demandé, sans jugement dans la voix. Je ne sais pas, ai-je admis. Une part de moi est curieuse. Une autre part pense qu'il vaut mieux laisser le passé où il est. Qu'est-ce que dit la plus grande part? J'y ai réfléchi. La plus grande part dit que je n'ai plus rien à prouver. Ni à elle, ni à moi-même. Que si j'y vais, ce serait par pure curiosité, et non par besoin. Alors tu devrais peut-être y aller. Je l'ai regardé, surpris. Ça ne te dérangerait pas? Pourquoi cela me dérangerait-il? Mélissa a fait partie de ta vie pendant plus de 2 décennies. Il est naturel d'être curieux de savoir comment elle va. Tant que tu n'y vas pas pour raviver quelque chose, je ne vois pas le problème. C'était ça, la différence. Mélissa en aurait fait un drame. Elle aurait remis en question mes motivations. Elle aurait transformé ma curiosité en accusation. Claudia avait simplement confiance, parce que nous avions construit quelque chose basé sur l'honnêteté, non sur le contrôle. J'ai décidé d'y aller, mais pas au vernissage. Cela aurait été trop. Mais par un après-midi calme, quelques jours après l'ouverture de l'exposition. La galerie était petite mais élégante. Les murs blancs mettaient les peintures en valeur,
et les toiles étaient surprenantes. Mélissa avait toujours mentionné qu'elle aimait l'art, mais elle n'avait jamais rien peint pendant notre mariage. Elle disait qu'elle n'avait pas le temps, que le travail de gérer notre vie sociale était un art en soi. Mais il y avait là des dizaines de toiles, certaines abstraites, d'autres plus figuratives. Et elles avaient tout un point commun, la douleur. Vous pouviez la voir dans chaque coup de pinceau, dans chaque choix de couleur, dans chaque composition. Il y en avait une en particulier qui m'a arrêté. C'était un homme assis sur une chaise, regardant par la fenêtre. Son visage était vide, sans traits, mais sa posture transmettait la défaite. Le titre, ce que je n'ai pas vu. Elle est puissante, n'est-ce pas, a dit une voix derrière moi. Je me suis retourné. C'était Mélissa. Elle semblait différente. Plus mince, moins maquillée, des vêtements simples. Mais ce qui était le plus différent, c'était ses yeux. Ils n'avaient plus cette dureté dont je me souvenais. « Bonjour, Mélissa » ai-je dit calmement. « Je ne m'attendais pas à te voir ici » a-t-elle répondu. Et pour la première fois de toutes les années où je l'avais connue, elle semblait sincèrement vulnérable. J'ai vu l'invitation. J'étais curieux. Elle a hoché la tête, regardant la peinture à côté de moi. Celle-là parle de toi, au cas où ce ne serait pas évident. Je m'en doutais. Nous sommes restés en silence un moment, puis elle a parlé d'une voix basse. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, Évaristo. À nous, à la façon dont je t'ai traité, aux choses que j'ai dites. Et j'ai enfin compris que le raté, ça n'a jamais été toi. C'était moi. J'ai échoué en tant qu'épouse, en tant que partenaire, en tant qu'être humain fondamentalement décent. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé les mots flotter entre nous. Je n'attends pas de pardon, a-t-elle poursuivi. Je ne le mérite pas. Mais j'avais besoin que tu saches, que j'ai compris maintenant. Que lorsque j'ai tout perdu, lorsque j'ai dû reconstruire ma vie à partir de zéro, j'ai enfin vu ce que j'avais, et ce que j'avais détruit. Je l'ai regardé, vraiment, pour la première fois depuis des années. Pas avec colère, pas avec satisfaction, juste avec une curiosité sincère. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Qu'est-ce qui t'a fait voir les choses différemment? Elle a lâché un rire amer. En plus de tout perdre, j'ai dû trouver un travail. Pour de vrai, pour la première fois de ma vie, dépendre de moi-même. Et j'ai rencontré une femme, à la boutique où je travaille. Une femme plus âgée qui me rappelait constamment que j'étais lente, que je ne comprenais rien. Que j'étais inutile. Et un jour, alors qu'elle me criait dessus devant d'autres employés, je me suis vu. J'ai vu comment je t'avais traité pendant des années, et je m'en suis senti écœuré. Tu y travailles toujours? Non, j'ai démissionné. J'ai trouvé un autre travail, dans une galerie d'art. Le propriétaire a vu quelques croquis, que je faisais pendant mes pauses. Il m'a encouragé à peindre pour de vrai. Ça, elle a fait un geste de la main autour de la pièce, c'est le résultat d'un an de thérapie. De beaucoup d'introspection, et d'essayer de transformer ma douleur, en quelque chose d'utile. Je suis heureux pour toi, ai-je dit. Et je le pensais, vraiment. Sa voix trahissait une véritable surprise. Vraiment? Oui. Parce que la rancœur ne blesse que moi, et j'ai déjà passé assez de temps à être blessé à cause de toi. Te voir trouver ton chemin, même si c'est après notre rupture, est une bonne chose. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai entendu dire que tu es avec quelqu'un. Claudia, c'est ça? Oui. Est-elle bonne avec toi? La question m'a pris par surprise. Elle est merveilleuse avec moi. Elle me traite comme je mérite d'être traité. Mélissa a hoché la tête, essuyant ses larmes. Bien. C'est bien. Tu le mérites, Évaristo. Tu l'as toujours mérité. J'étais juste trop brisé, pour te le donner. Nous sommes tous brisés d'une certaine manière, ai-je répondu. La différence, c'est ce que nous faisons de ces fissures. Si nous les utilisons comme excuse pour blesser les autres, ou si nous les transformons en quelque chose de meilleur. Elle a souri faiblement. Depuis quand es-tu devenu si sage? Quand j'ai enfin eu l'espace pour réfléchir, sans que quelqu'un me dise que j'avais tort. Nous nous sommes promenés lentement à travers la galerie. Elle m'a expliqué certaines des peintures, les émotions derrière chacune d'elles, le processus d'extraire toute la douleur, pour la transformer en article. Et j'ai réalisé quelque chose, Mélissa faisait enfin le travail,
qu'elle aurait dû faire il y a des années. Affronter ses démons, prendre ses responsabilités, grandir. Tu sais ce que je regrette le plus, a-t-elle demandé, quand nous avons atteint la dernière peinture. Quoi? D'avoir eu à te perdre, pour me retrouver. De n'avoir pas pu faire ce travail, quand ça comptait encore. Quand nous avions encore une chance. Peut-être n'étais-tu pas prête, ai-je dit doucement. Peut-être avais-tu besoin de tout perdre, pour valoriser quelque chose. Cela ne rend pas la douleur moins forte. Non, mais la douleur fait partie de la croissance, et il semble que tu grandis. Nous nous sommes dit au revoir à l'entrée de la galerie. Sans étreinte, sans promesse de garder le contact. Juste une reconnaissance silencieuse, que nous avions tous les deux avancé, et que c'était très bien ainsi. J'ai tout raconté à Claudia, ce soir-là. Elle a écouté sans interrompre. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé, quand j'ai fini. En paix, ai-je répondu, vraiment en paix. Parce que j'ai vu que Mélissa est sur son propre chemin, et je suis sur le mien, et ces chemins ne se croisent plus, et c'est parfaitement bien. A-t-il eu un moment où tu as voulu revenir en arrière? Non. Pas une seconde. Parce que ce que toi et moi avons, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu avec elle. Et je n'échangerais ça pour rien au monde. Claudia m'a embrassé tendrement. Je t'aime. Tu le sais ça. C'était la première fois qu'elle le disait, et ces mots m'ont rempli d'une chaleur, que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je t'aime aussi. Les mois suivants ont été les meilleurs de ma vie. L'entreprise continuait de croître, mais ce n'était plus ma seule source d'identité. J'avais Claudia. J'avais de vrais amis. J'avais une relation renouvelée avec ma mère. J'avais des passe-temps. J'avais une vie pleine, équilibrée et satisfaisante. Un après-midi, alors que je jouais aux échecs avec Éliseo dans le parc, il m'a demandé, « Tu connais la différence entre un homme sage et un homme intelligent ?» Quelle est-elle? L'homme intelligent apprend de ses erreurs. L'homme sage apprend des erreurs des autres. Mais tu sais ce qui est encore mieux. Quoi? L'homme qui apprend de ses erreurs, et qui les partage ensuite, pour que d'autres n'aient pas à traverser la même chose. Ces mots sont restés en moi, et m'ont donné une idée. J'ai commencé à écrire. Pas un livre. Je ne prétendais pas être un écrivain. Mais des articles, des blogs, des publications sur les réseaux sociaux. Je partageais mon expérience, pas avec mon nom complet, mais de manière semi-anonyme. J'écrivais sur les signes de la violence psychologique, sur la façon de les reconnaître, sur la manière de trouver le courage de partir, sur la façon de se reconstruire ensuite. La réponse a été écrasante. Des centaines de messages, des milliers de personnes partageant leurs propres histoires. Des hommes et des femmes qui avaient traversé des situations similaires, qui se sentaient pris au piège, qui ne savaient pas si ce qu'ils vivaient était normal. Et mes mots, mon histoire, leur ont donné la permission de croire qu'ils méritaient mieux. Tu fais une différence, m'a dit Claudia un soir, alors que nous lisions certains des messages ensemble. Tu crois? J'en suis sûr. Regarde ça. Elle a pointé un message. Cet homme dit que ton histoire lui a donné le courage de quitter un mariage de 30 ans. 30 ans, Évaristo. Tu lui as épargné des décennies de malheur. Elle avait raison. Et j'ai réalisé que tout ce qui s'était passé, toute la douleur, toute l'humiliation, toute la lutte, avait servi un objectif plus grand que moi. Cela avait servi à aider les autres. 2 ans après cette soirée au restaurant, j'étais debout devant un miroir, à ajuster ma cravate. C'était un événement important, un gala d'affaires où j'allais recevoir un prix, pour la croissance durable de mon entreprise. Claudia était à mes côtés, magnifique dans une robe bordeaux, arrangeant ma cravate parce que je ne le faisais jamais correctement. Nerveux, a-t-elle demandé. Un peu, ai-je admis, mais aussi excité, et reconnaissant. Reconnaissant pour tout. Pour la douleur, qui m'a appris ma valeur. Pour la chute, qui m'a forcé à me relever plus fort. Pour t'avoir trouvé. Pour cette deuxième chance dans la vie. Elle m'a embrassé doucement. Ce n'est pas une deuxième chance, mon amour. C'est ta première vraie chance. Tout ce qui a précédé n'était qu'une préparation. Elle avait raison. Ma vie avec Mélissa n'avait pas été une vie. C'était de la survie. Ce que j'avais maintenant, c'était ça, vivre. Lors du gala, quand je suis monté sur scène pour recevoir le prix, j'ai regardé le public.
des centaines de personnes, des entrepreneurs, des rêveurs, et parmi eux, au premier rang, se trouvait Claudia, me souriant avec une véritable fierté. À côté d'elle, ma mère avec des larmes dans les yeux, et derrière elle, Enrique, levant son verre dans un toast silencieux. C'étaient les miens. Ceux qui m'avaient soutenu, qui m'avaient vu au plus bas et avaient choisi de rester, ceux qui célébraient mes succès sans ressentiment. Quand j'ai tout perdu, ai-je commencé mon discours, je pensais que ma vie était finie. Mais il s'avère qu'il n'y avait qu'une version de ma vie qui se terminait, une version qui n'aurait jamais dû exister. Et cela a fait de la place pour quelque chose de bien meilleur. Alors, à tous ceux qui traversent leur propre enfer en ce moment, je veux dire ceci, la douleur est temporaire. La croissance est permanente. Et vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Les applaudissements ont été assourdissants. Et alors que je descendais de la scène, avec le prix entre mes mains, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'avais pas gagné parce que j'avais détruit Mélissa. J'avais gagné, parce que j'avais enfin choisi de m'aimer moi-même. Et c'était, après tout, la seule victoire qui comptait vraiment.